édition spéciale. Journée mondiale de la maladie d'Alzheimer. En direct de l'Institut du cerveau à Paris. Une édition spéciale où on retrouve Frédéric Cloteau pour cette journée mondiale d'Alzheimer à l'Institut du cerveau. Frédéric, vous êtes avec nous ? Oui, toujours. Et puis je suis très impatient de continuer cette émission parce que là, je vais en apprendre encore beaucoup. Vous avez remarqué que je n'étais pas tellement calé sur le sujet. Mais comme c'est le cas d'ailleurs de la plupart de nos auditeurs, en fait. Et l'idée de cette émission, c'est aussi d'expliquer concrètement ce qui se passe, ce qu'on fait pour lutter contre cette maladie d'Alzheimer. Avec nous pour en parler, Marie-Claude Potier, bonjour. Bonjour. Vous êtes revenu de Barcelone hier soir, c'est ça ? Oui. pour être en direct avec nous. Bassem Hassan, vous êtes directeur scientifique de l'Institut et également le chef de l'équipe développement du cerveau. Bonjour. Bonjour. Et Philippe Ravassar, qui va nous parler de modèles cellulaires en 3D. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors merci à vous trois d'être là pour nous expliquer, peut-être nous donner des angles de vue un peu différents. Et Marie-Claude Potier, vous êtes la co-chef de l'équipe maladie d'Alzheimer à l'Institut et vous avez une approche un peu particulière sur la relation entre la trisomie et Alzheimer. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, donc dans l'équipe que je co-dirige avec Stéphane Haïk, on s'intéresse à la maladie d'Alzheimer et aux maladies à prions. Et on essaye d'aborder la maladie d'Alzheimer sous deux angles. Tout d'abord, d'essayer de comprendre ce qui se passe, essayer de trouver des biomarqueurs à des stades très précoces de la pathologie. Vous avez entendu avant certains signes cliniques, mais on s'intéresse aux biomarqueurs et aux mécanismes. Et pour ça, on a collaboré avec les cliniciens sur des cohortes de personnes âgées avec des plaintes de mémoire, mais qui en fait n'ont pas vraiment de signes cliniques de la maladie d'Alzheimer, pour essayer de trouver des biomarqueurs précoces. Donc c'est des personnes dont certaines ont des dépôts amyloïdes dans le cerveau. Donc il faut voir que les deux pathologies les plus connues dans l'Alzheimer, c'est la pathologie amyloïde et la pathologie tau. Donc on essaye de comprendre chez ces personnes qui n'ont pas encore de signes cliniques ce qu'elles ont en tant que biomarqueurs lorsqu'elles ont des dépôts amyloïdes dans le cerveau, comparé à celles qui n'en ont pas. Donc pour ça, on a trouvé des biomarqueurs, c'est des métabolites, c'est des facteurs de riz génétique. Ça, c'est important d'établir tous ces biomarqueurs et finalement de se mettre plutôt dans des starting blocks pour le jour où il y aura un traitement préventif, pour ensuite essayer de définir des populations qui seraient susceptibles d'avoir ces traitements. Donc ça, c'est une approche. L'autre, c'est la trisomie 21. Pourquoi ? Parce qu'on sait que les personnes atteintes de trisomie, elles ont 3 copies du gène qui va faire la pathologie amyloïde. Et donc, c'est une fenêtre pour essayer d'étudier des mécanismes précoces de la pathologie. Alors évidemment, ce n'est pas comme la personne atteinte de maladie d'Alzheimer, puisque dans la trisomie, on a environ 300 gènes. Donc il y a ce gène de précurseur de l'amyloïde, mais il y en a aussi plein d'autres. Mais on a réalisé des études dans un sens et dans l'autre, c'est-à-dire essayer de connaître, de savoir quels sont les facteurs dans la trisomie qui pourraient être importants dans la maladie d'Alzheimer, et à l'inverse, les facteurs de la maladie d'Alzheimer importants dans la trisomie. Et on a découvert donc des mécanismes qui atteignent des compartiments de la cellule, qui sont un compartiment qu'on appelle le compartiment endolysosomal. Bon, mais c'est un terme. C'est des compartiments subcellulaires qui sont très importants parce que c'est dans ces compartiments que les précurseurs de l'amyloïde vont être clivés et vont donner ces peptides amyloïdes qui se déposent dans le cerveau. Donc ça nous a permis vraiment d'aller dans cette direction et d'essayer d'établir des biomarqueurs dans la trisomie, dans la maladie d'Alzheimer, et de comprendre les mécanismes. C'est un peu l'approche globale. C'est l'approche globale. L'autre donc qu'on essaye de réaliser dans l'équipe, c'est comprendre comment la pathologie se propage dans le cerveau. Puisque si on regarde la pathologie dans les cerveaux post-mortem de personnes atteintes de maladies, on voit que les deux pathologies suivent toujours les mêmes voies. Elles suivent les connexions des neurones. En fait, elles se transmettent d'un neurone à un autre. Mais toujours certains neurones et pas d'autres. Donc ça, c'est vraiment une grande énigme. Pourquoi la pathologie démarre à un endroit donné ? À cet endroit, il y a plein de neurones. Pourquoi elle va aller dans un type de neurone et pas dans l'autre ? Donc là, on est en train d'essayer on démarre un projet qui est assez, disons, à la frontière de la technologie. Alors c'est vrai que moi, avant d'être à l'Institut du cerveau, j'étais dans un institut de physique et de chimie, donc on devait développer tout un tas d'outils qu'on va essayer d'appliquer pour essayer de répondre à cette question très particulière. Pourquoi certains types de neurones sont
plus susceptibles que d'autres aux pathologies de la maladie d'Alzheimer. Alors Bassem Hassan, pardon, vous êtes le directeur scientifique de l'Institut du cerveau dans lequel nous sommes. Vous êtes également le chef de cette équipe développement du cerveau et je vais commencer directement avec une question du public qui nous est arrivée. Peut-on naître avec la maladie d'Alzheimer et est-ce qu'elle peut se développer dès l'enfance ? C'est très très bonne question. D'abord, il y a des formes génétiques familiales de la maladie, c'est-à-dire quand il y a des mutations dans des gènes comme vient de décrire Marie-Claude l'APP, la protéine précurseur d'amyloïdes, ou d'autres gènes qui s'appellent préséniline, mais aucune importance. Bon, quand il y a certaines mutations dans ces deux gènes-là, la maladie prend une forme familiale, c'est-à-dire héritable, et normalement assez précoce. Donc c'est héréditaire, ça peut être héréditaire. Oui, et dans ces cas-là, on est né avec ces mutations, même si les symptômes cliniques n'apparaissent pas avant 50, 55, 60, comme vient de décrire Lara. Mais en fait, le fait qu'on est né avec ces mutations-là, ça veut dire que les mécanismes pathologiques non détectables pendant le développement, pendant l'enfance, l'adolescence, etc., sont peut-être déjà là. Qui nous donne cette hypothèse, n'est pas aujourd'hui très courante, mais à l'Institut du cerveau, et là je parle un peu avec casquette de directeur scientifique, à l'Institut du cerveau, notre mission, c'est de continuer à aller dans les pistes, dans les chemins qui sont aujourd'hui les plus probables, qu'on connaît très bien, mais aussi de commencer à penser autrement, à dire « et si ?» Il y a d'autres hypothèses, peut-être aujourd'hui pas trop fortes, pas trop connues, etc., qui peuvent donner certains éléments qui peuvent améliorer les traitements, les diagnostics, etc. Et une de ces hypothèses, justement, c'est est-ce qu'il y a on va dire, des troubles moléculaires, au niveau vraiment moléculaire, cellulaire, qui commencent assez tôt dans la vie, voire pendant le développement cérébral, qui donnent une certaine susceptibilité à atteindre cette maladie. Dans la forme génétique, c'est à 100%, c'est-à-dire que chaque personne avec ces mutations dans ces gènes-là va atteindre cette maladie. Dans les formes... comment dire en français ? Sporadique, merci. Comme en anglais d'ailleurs. Dans les formes sporadiques, on observe les mêmes pathologies. Donc on s'interroge, est-ce que finalement les mécanismes qui jouent peut-être pendant ces périodes précoces, voire développement du cerveau, dans les formes génétiques, est-ce qu'ils jouent aussi dans les formes sporadiques ? Mais ça, Bassem Hassan, ça veut dire aussi que si on détecte un membre de sa famille un peu plus âgé atteint de la maladie d'Alzheimer, on peut aussi imaginer mettre sous surveillance très tôt l'ensemble des autres membres de la famille. Absolument, mais il y a des tests génétiques relativement faciles à faire, c'est-à-dire si on a des patients qui viennent pour la première fois, il n'y a pas d'histoire familiale. Une des choses, et là je me tourne vers les cliniciens, je suis pas un des cliniciens, mais j'imagine je sais qu'il y a aujourd'hui des tests génétiques qui peuvent être faits pour identifier est-ce que cette personne, surtout si la maladie arrive assez tôt dans la vie, c'est-à-dire autour de 50 ans, est-ce que c'est une forme familiale et du coup héritable, et du coup on peut en fait tester les enfants, les personnes. Si j'ai bien compris votre propos il y a quelques minutes, même si on est avec, on ne l'a pas forcément à la fin. Non, attention, donc si on est né avec les mutations génétiques dans ces deux types de gènes, APP ou PSN, là, c'est sûr. Ça c'est sûr.
Marie-Claude Petit, vous avez vous aussi un autre cheval de bataille qui est celui du cholestérol. Alors je ne sais pas si on est avec du cholestérol, du bon, du mauvais, vous allez nous expliquer ça, mais en tout cas ça vient un peu plus tard en général quand on boit trop, on mange trop ou on ne fait pas attention à son alimentation. Quelle est aujourd'hui l'observation que vous faites entre le lien de cause à effet entre globalement une mauvaise hygiène de vie, même si on peut aussi avoir du cholestérol sans avoir une mauvaise hygiène de vie, et puis ce facteur de risque de déclencher la maladie d'Alzheimer? Alors, un petit rappel, tout d'abord, ce qui a été montré, et des travaux auxquels on a largement participé, c'est qu'il y a une augmentation des niveaux de cholestérol dans le cerveau. Alors attention, parce que heureusement, notre cerveau est protégé par une barrière hématoméningée. Et donc, le cholestérol ne passe pas cette barrière. Donc, heureusement, le cholestérol périphérique, et les taux élevés, quand vous venez de le dire, on mange beaucoup, on boit beaucoup, impactent peu les taux cérébraux de cholestérol. Donc, ce qui a été montré, c'est des taux plus élevés dans le cerveau, notamment. Alors, on sait que les neurones ont besoin de beaucoup de cholestérol, ils ont énormément de membranes, ils ont des prolongements très, très, très importants. Donc, ils ont besoin de cholestérol, mais on a des élévations de cholestérol dans le cerveau. On sait que c'est aussi lié à un facteur de risque génétique important qui s'appelle l'ApoE4. Donc, on essaye de comprendre les relations entre ce facteur de risque important, l'ApoE4, le cholestérol. Et on sait que quand on a plus de cholestérol, on fait plus de peptides amyloïdes. Donc ça, et on sait que tout ça se passe dans la voie endolysosomale. Donc ça rejoint un peu, c'est un peu le ménage à trois, disons. On a l'amyloïde, le cholestérol et l'ApoE qui jouent tous un petit peu ensemble et qui interviennent donc dans des pathologies amyloïdes. Donc tout ça pourrait être des facteurs de risque importants. Hein. L'ApoE, c'est un facteur de risque très important puisqu'on sait que ce n'est pas une maladie génétique, mais c'est un facteur de risque. C'est-à-dire que les personnes porteuses de cet allèle ApoE4, s'ils ont un allèle ou deux allèles, ils auront un risque augmenté par 3 ou 15. Donc c'est des facteurs de risque importants qu'on ne détecte pas encore pour le moment, puisque éthiquement, sans traitement, c'est difficile d'annoncer un diagnostic. Alors Philippe Ravassar, vous êtes également avec nous, et vous travaillez, vous, sur les modèles cellulaires en 3D. Donc en fait, vous fournissez quelque part les outils de recherche à tout le monde, en ayant une particularité, c'est d'être passé d'un modèle animal à un modèle humain. Oui, donc l'idée derrière l'utilisation de modèles cellulaires humains, c'est de partir d'une constatation. Comme on sait que pour étudier des pathologies, on va avoir besoin de modèles qui récapitulent un certain nombre de traits de la pathologie, qui peuvent être des traits simples, moléculaires, comme des traits complexes, des déficits cognitifs. Donc, par exemple, pour avoir accès aux déficits cognitifs, on va utiliser des animaux modèles de cette pathologie. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces modèles animaux qui nous ont apporté énormément de connaissances sur les mécanismes, nous ont apporté finalement peu de choses quant à la capacité de transférer les systèmes de traitement qu'on pouvait mettre en place dans ces animaux à la clinique. C'est-à-dire que ce qui marche dans les modèles animaux, en termes de traitement, sur ces modèles-là, n'est finalement très peu ou pas efficace en clinique. Donc nous le pari qu'on a pris, et qui est aussi un pari qui a été pris dans beaucoup de groupes ailleurs, c'est de se dire on a peut-être besoin d'autres types de modèles. On a certainement besoin de modèles qui sont des modèles humains, où on va travailler sur des cellules et un système humain. Et aujourd'hui, dans ces modèles-là qu'on peut manipuler in vitro, puisque on n'aura accès qu'à de l'in vitro, la culture 3D est potentiellement le plus efficace. Donc si je m'explique... Concrètement, vous fabriquez un bout de cerveau, voilà, dans une boîte transparente pour pouvoir le regarder. Voilà, donc depuis les travaux de Yamanaka, qui a eu le prix Nobel en 2012, où il a pu montrer qu'en prenant des cellules somatiques un peu de la peau, par exemple chez un patient ou chez un individu sain, on pouvait générer des cellules souches
Et à partir de ces cellules souches et de la somme colossale de données qui ont été acquises de biologie du développement et de l'embryogénèse, on sait maintenant prendre une cellule souche donc qui peut donner n'importe quel type de cellule de l'organisme, on sait l'orienter en rajoutant les bonnes molécules au bon moment avec un système temporel, on sait lui faire devenir une cellule nerveuse ou une cellule de foie ou une cellule de la rétine, etc. etc. Donc on a adapté ces technologies à non seulement générer un type cellulaire, mais à générer des territoires particuliers du système nerveux et du cerveau. Et on peut, par exemple, aujourd'hui, générer des petits bouts de cortex humain dans lesquels on va retrouver une architecture. Donc quand je dis architecture, c'est l'organisation des différentes cellules les unes par rapport aux autres, qui va ressembler à ce qu'on retrouverait dans un cerveau humain adulte ou embryonnaire, enfin en tout cas, qui va avoir de fortes ressemblances avec ce qu'on retrouve chez l'homme. Et ça devient un modèle. Et donc ce modèle, il est utilisé ensuite par vous ? Alors oui, on collabore. Oui, on collabore avec Philippe. Et vous faites des projections. Vous allez faire des simulations. Alors oui, en effet, puisque les modèles qu'utilise Philippe, c'est il part donc de cellules souches qui contiennent les mutations de forme familiale de la maladie d'Alzheimer ou ce facteur ApoE4, ce facteur de risque. Et à partir de ces cellules souches qui portent ces mutations, il va générer ce qu'on appelle des mini-brains, des petits cerveaux, et on voit que ces petits cerveaux, il pourra le dire, Philippe, ils contiennent des signes de pathologie qu'on retrouve dans les cerveaux de patients Alzheimer. Donc ça, c'est quand même un modèle d'étude qui est puissant, puisque, évidemment, chez les modèles souris, comme le disait Philippe, pour vous donner un exemple, par exemple, la souris, son gène précurseur de l'amyloïde, elle a de la chance, la souris. Elle ne fait pas de peptides amyloïdes, donc elle ne fait pas de dépôt amyloïde dans le cerveau. Donc il faut transformer la souris, il faut induire des mutations, mettre des gènes humains. Et donc, finalement, on a des modèles qui reproduisent en partie la pathologie humaine. Mais là, on part de cellules humaines. Donc là, on a quand même quelque chose qui est beaucoup plus complet et complexe. Donc c'est un modèle d'étude qui est vraiment formidable, parce qu'après on peut tester tout un tas d'hypothèses. Alors formidable, puissant, vous testez des hypothèses, ça rejoint, vous allez peut-être pouvoir apporter une réponse à la question qui nous a été posée sur le hashtag Institut Cerveau, qui est de savoir si ces recherches moléculaires peuvent ouvrir maintenant des pistes concrètes sur des nouveaux traitements. C'est le pari qu'on a. J'aimerais rebondir sur des choses que Alexis Brice et Richard Lévy ont dit. Aujourd'hui, en réunissant les experts dans les domaines moléculaires, cellulaires, neuroscientifiques, etc., avec les cliniciens qui voient les patients au quotidien, qui ont avec les mathématiciens et les gens qui font de la modélisation, l'imagerie cérébrale, etc., l'idée, c'est ce qui nous manque aujourd'hui dans la maladie Alzheimer, et comme pas mal des maladies, surtout cérébrales, c'est créer ces ponts entre les découvertes fondamentales, c'est-à-dire au niveau cellulaire, moléculaire, des mécanismes physiopathologiques qui peuvent être impliqués dans l'apparence de ces maladies au niveau clinique, et les données cliniques, c'est-à-dire les données qui vient expliquer Lara et Richard, les troubles cognitifs, les changements d'activité cérébrale. Tout ce qui s'observe en fait. Voilà. Aujourd'hui, on n'est pas là encore. Et ce n'est pas des ponts à croiser, c'est vraiment des ponts à construire. C'est-à-dire, avant de croiser des ponts, il faut les construire. Et le but principal... Un des buts principaux de l'Institut du cerveau, c'est justement de comprendre comment ces mécanismes pathophysiologiques potentiels, divers, parce qu'on va, comme j'ai dit, et j'insiste sur ça, nous on va sur plusieurs pistes plus ou moins probables pour ne laisser rien à côté, pour qu'on ne peut pas revenir dans 15 ans en disant « Ah, on a exclu ces petites hypothèses parce qu'à l'époque, ça n'apparaît pas très probable. Aujourd'hui, on teste toutes les hypothèses pour essayer de construire ces ponts divers.
Dans mon labo, encore une fois, pour rebondir à ce qu'il disait Marie-Claude. Surtout pour répondre à la question qui a été posée, c'est est-ce que ça ouvre vraiment la voie à des nouveaux traitements ? Mais absolument, parce que finalement, les traitements, si c'est des médicaments, il faut avoir des cibles. Et des cibles, c'est-à-dire des protéines, des enzymes, etc. Donc des cibles moléculaires. Donc sans comprendre la vulnérabilité de mécanismes pathophysiologiques au niveau moléculaire et cellulaire pour être ciblés par des molécules médicaments, c'est impossible de en fait, développer des médicaments. Donc ce n'est pas juste possible, c'est essentiel. Comme j'ai dit encore une fois, la question c'est quelles parmi ces cibles potentielles qui donnent certaines hypothèses sur des mécanismes pathophysiologiques sont les bonnes pour cibler, pour voir des améliorations au niveau clinique, comportemental, etc. Aujourd'hui, on ne sait pas. La réponse est qu'on ne sait pas, mais ce n'est pas une réponse évasive, c'est la nature même de la science. C'est-à-dire, si tout est connu, on ne fait pas de la science. Voilà. Certes. Excusez-moi, mais j'aimerais continuer sur l'aspect un peu modèle humain. Parce que Marie-Claude a dit quelque chose de très important, c'est-à-dire que, par exemple, le même gène chez la souris ne génère pas forcément les marqueurs pathophysiologiques comme l'amyloïde de la maladie Alzheimer autant que le gène humain. Donc, dans mon équipe, on se dit peut-être, du coup, en utilisant le modèle que Philippe a développé, peut-être il y a quelque chose de spécifique dans le développement du cerveau humain qui le rend susceptible à ce type de maladie difficile à modéliser dans les cerveaux. Et ce qu'on trouve, pour revenir à la première question d'un de vos éditeurs, ce qu'on trouve, nous, par exemple, dans mon équipe, c'est que cette gène APP, cette fameuse gène impliquée dans la maladie Alzheimer, et génétique, et familiale, et sporadique, est impliquée en fait dans le développement du cerveau humain, mais pas dans le développement du cerveau souris, ou de toute façon pas au même niveau. Qui nous donne encore une fois cette idée de l'importance de développer, comme disaient Marie-Claude et Philippe, des modèles plus avancés, plus proches à l'humain, pour comprendre la spécificité du développement et fonctionnement du cerveau humain qui lui rend aussi plus susceptible à certains types de maladies. Philippe Rabassard, quand vous fabriquez un mini-cerveau, un mini-brain, comme disait Marie-Claude Potier, vous le fabriquez, c'est un cerveau masculin ou féminin ? Alors, on fabrique les deux, puisqu'on part de cellules souches issues d'hommes et de femmes, et on fabrique les deux, et on a une attention vraiment très particulière à systématiquement, dans toutes ces études-là, avoir à la fois des cellules souches masculines et féminines pour pouvoir ne pas introduire de biais classiques qui historiquement ont étaient principalement des biais masculins. Et justement, Marie-Claude Potier, donc là maintenant on a bien compris, il y a une différence entre le fonctionnement animal et humain. Est-ce qu'il y a une différence entre le fonctionnement masculin et féminin de la maladie ? Alors, oui. Oui, bien sûr, un homme et une femme, je pense qu'on peut dire que c'est différent. Il y a plus de facteurs de risque dans un cas que l'autre ou Alors, les facteurs de risque génétiques, à ma connaissance, je ne pense pas qu'il y en ait qui étaient associés à des chromosomes sexuels. Donc, les plus importants en tous les cas. Donc, les facteurs de risque génétiques sont les mêmes chez l'homme, chez la femme. Après, il y a l'environnement hormonal. On sait bien que... Il y a tout un tas d'hypothèses autour de risques plus élevés chez la femme. Maintenant, il faut un peu temporiser avec le fait que les femmes vivent plus longtemps. Donc, il y a toujours le problème de la fréquence, de l'incidence. Bref, les dernières études, quand même, montrent que l'homme et la femme sont évidemment atteints de maladie d'Alzheimer, que la femme serait un peu plus susceptible. Est-ce que certains facteurs hormonaux, est-ce qu'on sait que la ménopause est un facteur de risque ? Donc, il y a des facteurs qui jouent, évidemment. Hein. Le cerveau de la femme et le cerveau de l'homme n'est pas tout à fait le même.
On ne parlera pas de taille et de choses comme ça, mais il y a des différences, des dimorphismes sexuels qui sont connus, qui sont bien étudiés. Mais ça veut dire que pour vous, il faut aussi développer 2 stratégies différentes pour essayer d'apporter une solution, ou alors en termes de mécanisme sûrement, en termes de traitement, je ne suis pas certaine, sauf si on s'intéresse à des traitements substitutifs de la ménopause ou des choses comme ça. Mais en tous les cas, il faut s'intéresser, et je repense justement, j'étais à Barcelone pour une réunion d'un projet européen. À l'Europe, les gros projets européens, ils demandent à ce qu'on travaille sur des souris mâles et femelles et sur des cellules humaines d'hommes et de femmes. Donc ça, c'est vraiment... et ils ont tout à fait raison, parce qu'on a vraiment sous-évalué les différences, et pour trouver quelque chose, alors évidemment on peut se dire on va trouver un traitement pour l'homme et un traitement pour la femme, mais il n'y a rien qui indique pour le moment que, en tout cas d'un point de vue génétique, qu'il y ait vraiment des facteurs. Après il y a tous les facteurs hormonaux, ça c'est sûr. Et vous arrivez à Bassem Hassan, par exemple, vous qui êtes le spécialiste du développement du cerveau, à contribuer avec Philippe, j'imagine, à reproduire en fait un cerveau d'enfant et d'essayer de le développer de manière fictive, expérimentale, pour voir justement si la maladie est là dès le début et comment elle évolue, ou c'est quasiment impossible à faire. Non, c'est pas. Encore une fois, ça dépend à l'échelle à laquelle on regarde. Pour l'instant, et peut-être que ça ne sera jamais, vraiment une vraie modèle complète de développement d'un cerveau d'enfant humain avec des milliards de neurones qui sont là même avant la naissance. Ça, c'est pas aujourd'hui, de toute façon, c'est pas réalistique. C'est une mini-cerveau, c'est-à-dire une petite modèle où son développement suit vraiment les facteurs et les étapes, même à l'échelle temporelle, plus ou moins, du développement de cerveau de l'enfant. Et la réponse à votre question, est-ce qu'on voit déjà à ce niveau-là, surtout à niveau des mécanismes moléculaires dans ces cellules souches neuronales et après les neurones qui naissent à partir de ces cellules souches, est-ce qu'on voit des déficiences au niveau moléculaire et cellulaire quand on a des mutations dans les gènes qui concernent la maladie d'Alzheimer? La réponse aujourd'hui, après nos recherches, c'est clairement oui. Donc Philippe a des résultats qui montrent les mutations spécifiques à l'Alzheimer. Nous, on a un résultat qui montre que la gène APP, cette fameuse gène de l'Alzheimer, est absolument requis pour un développement normal cérébral chez l'homme. Comme j'ai dit, pas chez le souris. Donc évidemment, on commence à avoir des données qui nous disent attention, il y a des spécificités du développement de cerveau humain qui peut-être, quand je me répète là, qui peut-être donne une certaine susceptibilité à certaines maladies neurodégénératives qui seront aujourd'hui plus difficiles à modéliser que dans les modèles animaux. Et dans un futur proche, j'espère qu'avec entre les données cliniques qui deviennent de plus en plus détaillées et au niveau moléculaire, etc., Richard Lévy a parlé des biomarqueurs, et c'est des biomarqueurs, il y a des biomarqueurs d'imagerie, mais il y a aussi des biomarqueurs moléculaires, des molécules de protéines, avec les approches modélisation mathématique computationnelle pour prédire la variabilité individuelle dans ces biomarqueurs. Peut-être on arrive dans un futur relativement proche, j'en projette sur 15-20 ans, à comprendre les étapes successives d'aller de la pathophysiologie moléculaire jusqu'à une compréhension pourquoi certains cerveaux vont dans certaines voies de pathologie et d'autres voies, etc. Donc je suis plutôt optimiste parce que je pense qu'avec ces modèles spécifiques à l'homme et avec cette compréhension de la spécificité cérébrale humaine, qu'on approche beaucoup plus des choses vraiment plus réelles et plus faciles à lier avec les données cliniques, qui est absolument très importante. On ne peut pas continuer à faire la recherche
il faut absolument faire la recherche dans tous les sens. Je veux dire, concernant la maladie Alzheimer, il faut absolument comprendre comment nos découvertes à l'échelle fondamentale sont liées à ce qui est observé à l'échelle clinique. On sent bien que vous avez passé un cap en passant des souris à l'humain déjà. L'échelle de temps, 15-20 ans, ça peut être immense pour certains. Vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter quelque chose. Ce que dit Bassem est extrêmement important. Et pourquoi? Parce que pour l'instant, on parle de maladie d'Alzheimer. Bon, on sait qu'il y a des formes génétiques qui atteignent les personnes, même parfois dans certains cas vers 35 ans, 40 ans. On parle de maladie d'Alzheimer, sporadique, mais derrière, il y a certainement plusieurs types de maladies. Comme on parlait avant du cancer, et finalement, on voit que les traitements les plus efficaces dans le cancer, c'est ceux qui sont ciblés. Et donc, on peut espérer, en connaissant les mécanismes moléculaires précis, avoir des thérapies ciblées. On comprend, on essaye de mieux comprendre. Et ce qui semble évident actuellement, c'est que les personnes qui sont porteuses du facteur de risque APOE4, c'est sans doute une maladie d'Alzheimer assez particulière. Donc il faut comprendre le mécanisme pour pouvoir ensuite décrire les pathologies, évidemment voir à quoi ça correspond avec les cliniciens d'un point de vue purement clinique, pour pouvoir ensuite les détecter. Voir quels biomarqueurs, etc. Donc il faut un peu stratifier les maladies pour ensuite établir des traitements ciblés. Et si je comprends bien, donc Philippe Ravassar n'a pas fini de créer des mini-cerveaux à chaque fois très particuliers pour essayer d'identifier ces différences. Une dernière question, alors qui a trait à un sujet qui arrive régulièrement, sur le haut du tapis. C'est d'ailleurs pour ça que la plupart des médias se ruent sur ces informations-là. Il s'agit des fraudes scientifiques. On ne va pas en parler là, mais c'est vrai qu'on a, après, à notre échelle, nous, d'auditeurs lambda, et je suis un auditeur lambda en l'occurrence sur ce sujet-là, on a entendu parler à certains moments d'une connexion directe entre une vaccination et puis le déclenchement de la sclérose en plaques ou des choses comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a certains médicaments qui peuvent provoquer la maladie d'Alzheimer? C'est une question qui nous est arrivée sur le hashtag Institut Cerveau. Alors, il y a eu en effet cet été une fraude scientifique qui a été révélée dans la presse quotidienne même, alors qui ne concernait pas tellement des traitements, mais plutôt une grande hypothèse qui est l'hypothèse amyloïde dans la maladie d'Alzheimer, puisqu'il y a donc des chercheurs aux États-Unis qui... la fraude n'a pas été complètement prouvée, mais bref, ils ont identifié une espèce particulière de cet amyloïde comme étant l'espèce toxique qu'il faut combattre à tout prix. Il se peut que cette espèce-là, les travaux ne soient pas complètement reproductibles. Alors peut-être que c'est difficilement reproductible, mais en tous les cas, c'est sans doute pas celle-là en particulier qui est la plus toxique, mais il y en a d'autres. Donc ça, en quelque sorte, ça n'a pas remis l'hypothèse amyloïde vraiment en question, puisque les formes génétiques, elles sont là et elles provoquent la maladie. Donc il n'y a pas de problème. D'un point de vue des traitements, alors je ne sais pas de quoi vous parlez en particulier. Question du public, donc certains médicaments peuvent-ils provoquer la maladie d'Alzheimer? Oui, il y avait eu pour autre chose. Peut-être les cliniciens pourraient en parler, mais il y avait eu à un moment les benzodiazépines qui pouvaient, les antihistaminiques, etc. Donc bon, on sait que les benzodiazépines peuvent provoquer des pertes de mémoire, ça c'est connu, hein. Mais des traitements à long terme, pour l'instant, les grandes données épidémiologiques, je ne pense pas qu'il y ait eu de données vraiment... et c'est toujours corrélatif, après, il y a peut-être eu des études publiées, mais qui n'ont pas un impact majeur. La réponse est claire, et puis les noms en tout cas, le vaccin de la tête dans la salle aussi ont été assez catégoriques. On va devoir se quitter. Marie-Claude Potier, je rappelle que vous êtes la co-chef de l'équipe maladie d'Alzheimer, maladie à Prion. Bassem Hassan, le directeur scientifique de l'Institut du cerveau dans lequel nous sommes en direct ce matin, chef de l'équipe développement du cerveau. Et puis Philippe Ravassar, je vais synthétiser en disant que vous fabriquez des petits cerveaux. Si jamais quelqu'un en veut, c'est auprès de Philippe qu'il faut s'adresser. On va se retrouver.